Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième table ronde de l'agenda création de l'ARP. Et aujourd'hui, dans ce troisième des tables rondes, j'allais dire des débats, nous allons parler des faits divers, en tout cas du fait divers à la fiction. Le fait divers, c'est évidemment un événement un peu inclassable. Il peut être une affaire de crime, une affaire de mœurs, ou encore un accident, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui nous fascine. Ça peut faire les choux gras de la presse, même assez régulièrement. C'est une véritable source d'inspiration, notamment pour la littérature. On pense par exemple à 200 froid de Truman Capote, mais aussi pour la fiction, qu'elle soit en littérature, mais aussi sérielle ou cinématographique. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui avec les personnes qui sont autour de moi. Alors je vais commencer un petit peu les présentations. Là, à l'extrême de ma gauche, c'est Audrey Diwan. Bonjour Audrey. Bonjour. Qui est journaliste, romancière, scénariste et réalisatrice notamment de Mais vous êtes fous avec Pio Marmaille et Céline Salette. À côté d'elle, nous avons Philippe Boueffard, qui est fondateur de la société de production Nord-Ouest, aux côtés de Christophe Rossignon. Et vous avez produit notamment Présumé coupable de Vincent Garand, qui est à côté de moi, l'affaire Farwell de Christian Carion ou Amanda de Michael Hers. Bonjour. Bonjour Pen. Donc, comme je le disais, à côté de moi, Vincent Garenc, réalisateur notamment de Présumé innocent, avec Philippe Toureton, qui est là aussi autour de cette table, et de Au nom de ma fille, avec Daniel Auteuil. Bonjour Vincent. Bonjour. Présumé coupable. Présumé coupable, j'ai dit présumé innocent. Même moi, j'étais déjà sur l'innocence des personnes tout trop. Et donc, à l'extrême de cette table, à ma droite, Philippe Toureton, comédien de théâtre, de télévision, de cinéma. On a pu vous voir notamment dans Présumé coupable de Vincent Garenc, dans L'Appât de Bertrand Tavernier, mais aussi dans Les Unitaires, Crimes d'État de Pierre Acnine et La Traque récemment d'Yves Régnier. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, c'est un sujet, on ne va pas se mentir, qui est quand même assez vaste. Ah oui, et j'ai oublié quelqu'un autour de cette table, mais c'est parce qu'il est en Zoom, pardon, excusez-moi. Bonjour Gilles Marchand. Bonjour Gilles Marchand, vous êtes scénariste et réalisateur notamment de Qui a tué Bambi avec Sophie Quinton et Laurent Lucas et la série documentaire Grégory sur Netflix. Bonjour Gilles Marchand et désolé. Bonjour, franchement. Voilà, c'est vraiment très désagréable de ma part. Donc, comme je le disais, c'est un sujet assez large et on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail de vos travaux respectifs, mais surtout, j'aimerais bien commencer par une question assez large, assez théorique, finalement. Je vous encourage tous à répondre, c'est pourquoi on s'intéresse autant que ça aux faits divers. Les films que j'ai cités dans vos filmographies respectives le disent déjà, mais on peut penser à d'autres films, évidemment, comme À perdre la raison, L'affaire SK1, Omar m'a tué ou encore L'adversaire. Dans tous les cas, on est fasciné par ces histoires, par ces faits divers. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui fait que l'être humain, nous, on se fascine autant pour ces histoires-là ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer en premier ? Peut-être je veux bien, oui, si vous voulez. Philippe, allez-y. Moi, je pense qu'il y a d'abord, ça a toujours existé, cette fascination, bien avant l'invention du cinéma. Je pense que les chroniques judiciaires ont existé, les rumeurs comme ça ont circulé, parce que ça peut, le fait divers peut arriver n'importe quand, n'importe où et toucher n'importe qui. On se lève le matin et l'après-midi, on peut se retrouver en plein cœur d'un fait divers, soit en tant que spectateur, soit malheureusement en victime, ou peut-être en bourreau. C'est plus rare, mais voilà. En tout cas, donc ça peut. On est tous sur le même plan par rapport aux faits divers déjà. Et puis on est fasciné par ce qu'est capable de faire l'être humain dans ce que ça a de pire. Je pense que c'est une exploration. On se dit comment c'est possible. On n'en finit pas de s'interroger grâce aux faits divers. Et c'est pas forcément qu'un intérêt morbide, mais c'est aussi, ça résonne en nous. Ça doit réveiller des choses intimes, cachées, des fantasmes, peut-être des cauchemars récurrents qu'on peut faire. Qui n'a pas rêvé d'éliminer quelqu'un, de tuer quelqu'un. Quand on était petit à l'école, un grand qui vous embête, on se dit si on pouvait... Voilà, ça commence là. Et on le fait pas, parce qu'on est civilisé, parce qu'on a des parents qui vous aiment, etc., qui vous le témoignent. Mais on enlève, c'est un de ces éléments-là, on enlève l'amour des parents, on enlève une vie plus ou moins bien enclenchée, dans des rails bien comme il faut, etc. Ou alors,
on en rajoute, il y a des parents qui vous aiment trop et des rails trop bien posés aussi. Bref, il suffit d'enlever un truc, c'est comme au Mikado, pouf, on enlève une aiguille et puis pouf, tout tremble et on peut basculer dans quelque chose. Alors, quelque chose de bénin ou quelque chose d'absolument horrible. Donc je pense qu'une partie de la réponse tient dans ce côté un peu égalitaire face aux faits divers et le fait qu'on a le sentiment ténu qu'on n'est pas tout à fait à l'abri, ni d'un point de vue de victime, ni d'un point de vue de bourreau, voilà, quel qu'il soit, que c'est un bourreau pas forcément intentionnel, mais voilà, vous donnez une claque à quelqu'un, cette personne tombe, paf, elle se cogne, elle meurt. Vous devenez quelqu'un qui a fait un homicide. Et votre vie bascule. Il y a un peu l'idée d'étudier notre noirceur intérieure qu'on a tous, une part d'ombre qu'on a tous. Vous sentez acquiescer, Audrey, par rapport à ce que dit Philippe? Non, je réfléchissais et je suis d'accord avec beaucoup de choses. Je pense que d'abord, il y a une capacité de projection. Le spectateur n'a pas la même distance avec le fait divers et avec le fait divers traité au cinéma, parce qu'on est à la fois spectateur et par projection, auteur possible ou victime possible de tout ce à quoi on assiste. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ça dispense d'un rapport au crédible. Puisque ça a eu lieu, alors c'est possible. Donc, ça crée une dimension à tout récit, à toute dramaturgie, une dimension différente, puisqu'on n'est pas en train de s'interroger sur le fait qu'on adhère ou pas, mais de le vivre parce que ça a existé. Donc, je trouve que c'est assez puissant comme manière de... En tout cas, moi, c'est ce que j'aime à cet endroit-là, c'est que ça annule deux barrières qui sont souvent érigées au cinéma entre le spectateur et le sujet, entre le spectateur et l'œuvre. Vincent Garand, vous avez... Oui, non, moi je partage un peu Moi, je n'ai pas d'attrait pour le fait divers, en fait. J'ai un attrait plutôt pour les histoires vraies. Je fais une différence quand même là-dessus. Parce que dans le fait divers, il y a quelque chose de voyeuriste, etc. Je ne regarde jamais les émissions de télé à 20h30. Enfin, je passe dessus en zappant, mais je ne regarde pas. Et dans les histoires vraies, il y a, moi comme réalisateur, qu'est-ce qui enfin, je constate que c'est là que je vais, c'est sur ce terrain-là que je vais, et il y a quelque chose j'ai besoin d'y croire, moi, quand je raconte des histoires, j'ai besoin d'y croire. Et c'est vrai que quand on va sur ce terrain-là des histoires vraies, on tombe, là c'est un cliché de le dire, mais on tombe sur... la réalité a plus d'imagination que les scénaristes, et en tout cas une imagination qui est beaucoup plus crédible, parce qu'on passe sur le chemin... Enfin, nous, quand on passe derrière des histoires vraies, on repasse derrière des choses qui sont réellement passées. Et moi, je suis fasciné par ça, en fait, par comment il y a de la dramaturgie dans les histoires vraies, en fait. Et comment la vie est dramaturgique. Enfin, il y a quelque chose, c'est autour de ça que moi, je suis intéressé par ces histoires. Et aussi, j'essaye... je vais pas m'attaquer à n'importe quel fait divers. Moi, enfin, à n'importe quelle histoire vraie. Moi, j'ai besoin que ça véhicule des idées aussi, qu'il y ait quelque chose de plus qu'une sombre histoire de meurtre ou de je sais pas quoi. Moi, c'est aussi ça que je vais chercher. Et par exemple, là, vous parliez de l'Adversaire. Et dans l'Adversaire, il y a eu 2 adaptations de ce fait divers. Et là, moi, je trouve que dans les 2 films, il y avait ça. Moi, comme spectateur, j'étais fasciné par... je me disais, mais finalement, c'est ce que tu disais, ça commence par un mensonge, et puis... Il commence par un mensonge, et puis c'est un espèce d'engrenage comme ça qui va vers le... Et ça, c'est ce que m'avait... Mais c'est un film, par exemple, l'Adversaire, la première fois, je n'ai pas pu le regarder jusqu'au bout, parce qu'il y avait quelque chose de trop morbide, de trop insupportable. Le dénouement du film, pour moi, est insupportable. Alors, je l'ai revu plus tard, mais je pense que je ne serais pas... moi, j'y serais pas allé, parce qu'il y avait quelque chose... Voilà, il y avait quelque chose qui était fascinant, qui était ce truc, effectivement, de comment on peut basculer. Et là, on voyait vraiment le type qui ment une fois, parce qu'il dit qu'il a eu un examen qu'il n'a pas eu, et ça, c'était assez fascinant. Mais après, moi, j'aurais pas pu aller au bout, parce qu'il y avait quelque chose là qui me manquait. Vous voyez ce que je veux dire dans le dénouement, quoi. De finir un film sur quelqu'un qui trucide sa famille, moi, il y a des choses que moi, je ne peux pas faire, quoi. Mais d'ailleurs, on va continuer sur comment vous choisissez les faits divers à adapter, qu'est-ce qui nous attire dedans, et aussi qu'est-ce que racontent ces faits divers. Mais pour continuer, Gilles Marchand, est-ce que, par exemple, vous pensez aussi que la réalité parfois est peut-être plus forte que la fiction ?
Oui, donc sur la réalité est plus forte que la fiction. Disons que la réalité, c'est la vie, et la fiction, elle cherche toujours, d'une manière ou d'une autre, à approcher quelque chose de la vie. Alors après, précisément sur les faits divers, évidemment, c'est comme vous le disiez avant, un basculement du banal dans l'exceptionnel, voilà, qui fait que cet effet de bascule, oui, il fascine pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il y a effectivement toujours une part de complaisance possible, de voyeurisme possible dans l'attirance qu'on a pour les faits divers, enfin que l'être humain a. Mais il y a aussi des choses toujours à apprendre. Enfin, les faits divers qui sont ce qu'on appelle des grands faits divers sont souvent des histoires qui contiennent, comment dire, des mystères de l'âme humaine. Voilà, donc tout cet ensemble fait que qu'il y a quelque chose de souvent assez irrésistible pour les gens qui écrivent de la fiction dans les faits divers. Et il y a quelque chose pour, je crois toujours à tirer des leçons à tirer, comme il y a des leçons à tirer de la vie en général. Je terminerai ce tour de table de la première question avec vous, Philippe. Vous, est-ce que vous regardez des faits divers est-ce que ça vous fascine, contrairement à Vincent, peut-être? Alors, le fait divers en lui-même, non. Alors, c'est vrai qu'effectivement, la fiction, et on en mentionnait aussi le true crime, effectivement, l'aspect sériel. Ça a toujours été source d'inspiration. Alors, tu parlais du théâtre, Philippe, mais c'est vrai qu'il y a des grands films. Alors, bon, le réel, effectivement, Citizen Kane ou Monsieur Verdoux. Il y a quand même. Si on remonte, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires qui sont tirées de là. Non, après, c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est que c'est le drame du quotidien, c'est Shakespeare au quotidien, quoi. Ça nous ramène à notre condition humaine. Tu parlais de la notion de destin, tu parlais de la notion de mort, tu parlais de il y a quelque chose d'hyper fascinant dans cette vie qui peut d'un seul coup basculer vers quelque chose d'absolument incroyable, quoi. Donc oui, on se sent aussi fasciné, non pas forcément par le voyeurisme de cette morbidité. Alors bon, effectivement, il y a aussi toute la nature humaine qui est dépeinte, le mal, le bien, mais bon, il y a quelque chose où je dis pas qu'on se sent vivre, mais c'est troublant dans ce que ça nous renvoie aussi vis-à-vis de nous-mêmes, quoi. Surtout le fait divers, quoi. Et c'est pour ça que, toutes les histoires peuvent être racontées de façon très intéressante, quoi. Et je me tourne plus vers les scénaristes et réalisateurs parmi nous. Vous l'avez déjà un petit peu amorcé, Vincent, mais c'est vrai que on se dit comment vous choisissez le fait divers à raconter. Quelle est la bonne histoire pour vous? Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette histoire, pour que vous la choisissiez, en fait, et vous dire c'est cette histoire-là que j'ai envie de raconter? Déjà, je vais te dire un truc qui est très personnel, c'est que, personnel, comme spectateur, moi, je constate aussi comme spectateur, je ne m'intéresse qu'aux histoires vraies. J'aime les histoires vraies. J'ai vraiment parce que, par exemple, The Crown, on sait qu'il y a de la fiction, mais il y a quand même, on sait qu'il y a à l'intérieur de la fiction, il y a quand même quelque chose qui ressemble à la réalité, etc. Et ça, moi, comme spectateur, j'adore ça. J'adore Narcos, j'adore les films que tu as cités, Monsieur Verdoux, etc. Et je n'aime pas la fiction, en fait. D'ailleurs, je suis un réalisateur qui n'aime pas la fiction. Et quand je vois des films, par exemple, là, je suis en train de regarder, pour prendre un exemple, Serpent, je suis en train de regarder ça. Je trouve que quand ils sont sur les rails de l'histoire vraie, je trouve ça super, très intéressant, très bien. Mais dès qu'ils commencent à faire de la fiction, je le vois, mais tout de suite je le sens et tout de suite je m'ennuie. Je trouve ça, je m'ennuie comme spectateur. Ça ne m'intéresse mais pas du tout. Et donc pour revenir au choix, après ça ne serait, en fait, c'est en faisant les films qu'on finit par comprendre pourquoi on avait envie de faire le film. En fait, c'est même pas conscient. Il y a même pas je saurais même pas définir ce qui fait que je vais aller sur une histoire ou pas. C'est que tout d'un coup, il y a une fascination, une séduction, Parce que Outreau, c'est quand même une grosse histoire. Oui, mais moi, Outreau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'avais suivi évidemment l'affaire d'Outreau, mais j'avais jamais, comme tout le monde, on parlait que de ça pendant une année. En France, on parlait que de ça. Mais j'avais jamais eu l'idée de faire de la fiction là-dessus. Puis un jour, je
tombé complètement par hasard sur ce livre, le témoignage d'Alain Marécot, et ça m'a complètement... j'ai été complètement happé par le livre, et en fait, je l'ai donné à Roussillon et à Philippe Beaufard, et ils ont été pareils, mais complètement estomaqués par le livre, et Philippe, il est rentré dans l'histoire exactement par la même fascination pour cette histoire qui nous a... C'est pas moi qui choisis, en fait, c'est cette histoire qui nous a choisis. Cette histoire, elle était juste... Je me dis, mais pourquoi personne n'a pensé à faire ce film? Alors, puisque personne ne l'a fait, je vais le faire, quoi. Mais c'est ça. Tout d'un coup, c'est les coups de foudre. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle On de ma fille, et je ne voulais pas lire le livre, parce que je me disais, si je lis le livre, je vais vouloir le faire. Et je voulais arrêter de faire des trucs sur la justice et tout ça, parce que j'étais étiqueté, justice. Et puis à un moment, un été, j'ai craqué, j'ai acheté le bouquin, et puis j'ai eu envie de le faire. Vous voyez, je sentais qu'il fallait pas que je le lise, celui-là. Et voilà. Et c'est comme ça. Et pourquoi j'ai été fasciné par cette histoire, j'en sais rien. Parce que le personnage me fascine, comme Alain Marécot me fascinait parce que c'était Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est ce que tu disais, du jour au lendemain, il y a un matin, la police arrive et vous êtes pris dans une histoire plus grande que vous. Et voilà, moi je cherche à faire des films, donc j'ai besoin que les histoires soient vraies, parce que voilà, je suis comme ça, c'est ma façon de faire, et je la découvre, en fait, je l'ai découvert au fil des films, et je me laisse, et voilà, et en fait, c'est très égoïstement, moi j'ai envie de faire des films, et je m'appuie sur des histoires vraies, en fait, parce que c'est comme ça que j'arrive à croire à ce que je raconte, et j'ai l'impression que du coup, le spectateur, peut-être, il y croit un peu plus. C'est pareil pour vous, Audrey? C'est l'histoire de Mais vous êtes fou qui vous a choisi, ou c'est plutôt... Alors là, vraiment, je peux dire que c'est l'histoire qui m'a choisi, parce qu'en fait, pour moi, ça n'était pas un fait divers. J'ai rencontré la femme dont c'était l'histoire par hasard dans un parc. C'était une inconnue et on a discuté. Donc, ah oui, c'est vraiment pour le coup le coup non, mais c'est intéressant parce que, en fait, moi, je peux opposer deux cas. Et en vous écoutant, je me disais, tiens, qu'est-ce qui fait, au-delà du fait que l'histoire vous tombe dessus, qu'on trouve quelque chose à en dire, parce qu'il y a toujours un biais et c'est toujours soit qu'on cherche, enfin toujours, non, en tout cas moi c'est ce que je cherche quand je commence à écrire, et donc là j'ai deux cas extrêmement différents. J'ai Mais vous êtes fou, qui est une histoire extrêmement intime, qui est une histoire de crise de confiance au sein d'un couple, le jour où une femme découvre que son mari se drogue et les enfants sont contaminés. Et donc là, le biais était vraiment mon désir d'écrire sur la confiance dans le couple, voire de raconter quelque chose de l'ordre de la triangulaire amoureuse en déportant la figure de la maîtresse sur celle de la drogue, une autre forme d'addiction. Et de l'autre côté, j'ai écrit Bac Nord, qui n'est pas encore sorti, et qui est donc un fait divers dont l'essence et l'intérêt qu'on pouvait y porter, parce que c'est une idée de Cédric Gimenez, du réalisateur, quand il m'en a parlé, ça résonnait avec un livre de Philippe Pujol, que j'avais lu peu de temps avant, qui s'appelle La fabrique du monstre, et qui raconte comment un peu les cités autour de Marseille et certains quartiers ont été progressivement abandonnés pour des raisons électoralistes. Et donc, ce film-là, la pulsion qui m'attirait était exactement l'inverse du premier. C'est que tout à coup, à travers le vrai, on pouvait dire quelque chose de macro. Et donc, je me dis, quel que soit l'angle, ça va venir chercher en vous un angle précis, et c'est celui-là qu'il va falloir, je dirais presque exploiter de la manière la plus franche et la plus honnête possible pour en trouver la raison et la racine intime. Et donc parfois, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement proche de votre réel. C'est ce que j'ai ressenti avec Mais vous êtes fou quand j'interrogeais le couple. Et puis, ça peut être exactement l'inverse quand tout à coup on parle de la cité en général, de la justice... et aussi de ce que racontaient les mecs de la Bac Nord que nous avions rencontrés quand on faisait l'enquête, de la logique des quotas dans la police, de la nécessité de faire du chiffre qui amène à transgresser, de tout ce qui est dans la presse aujourd'hui, parce que le procès des policiers de la Bac Nord se fait en ce moment, et donc en pensant à ce débat, je me disais, ce qui est fou, c'est qu'il y a des collisions qui se font dans un sens et dans l'autre. Il y a le moment où nous, on adapte un fait divers pour en faire une fiction. Et puis quand la fiction sort, elle peut retrouver un autre point d'ancrage et s'opère une autre collision avec le réel. C'est le cas en ce moment, et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a opéré un biais de fiction. Et donc j'écoutais Vincent en me disant, j'espère que les moments où on a opéré des biais narratifs, parce que c'est toujours le risque, sont assez respectueux de l'histoire initiale pour ne pas qu'on les devine. Parce que c'est toujours ça l'injonction et le danger quand on écrit sur des faits divers ou sur des histoires vraies. C'est qu'on va forcément faire des greffes. Je veux dire, l'histoire ne se suffit que rarement à elle-même, puis de toute façon, on ne sait pas comment parlaient les protagonistes la plupart du temps. Enfin, de toute façon, notre travail, quand on fictionnalise, c'est d'apporter une part qui nous est propre.
Et donc, je pense que le risque, et c'est ce qui rend l'exercice passionnant, il est à cet endroit-là. C'est-à-dire quand on peut être derrière son écran et se dire « Mon Dieu, je vois ce qui appartient à l'histoire vraie et ce qui a été maladroitement ou adroitement rajouté au récit. » Ça, on va en parler aussi sur ce que peut la fiction, par exemple, par rapport au reportage ou au documentaire. Mais je me tourne aussi vers Gilles Marchand, parce que là, d'un seul coup, on parlait de ce que vous disiez, Audrey, sur le fait que finalement, le crime ne se suffit pas à lui-même. On ne parle pas que du crime, on parle de ce qu'il y a autour. Quand le fait divers devient fait de société, en réalité, qu'est-ce qu'il raconte ? Et c'est un petit peu votre cas aussi. Alors là, pour le coup, on quitte un petit peu la fiction, mais avec Grégory, sur ce que vous avez fait sur Grégory sur Netflix, on part de l'affaire Grégory, mais on raconte beaucoup d'autres choses autour de l'affaire Grégory. Et puis même, on parle aussi du fait de la bousculade entre ce qu'on met en scène, ce qu'on raconte, puis le réel. Là, d'un seul coup, il y a eu un regain d'intérêt très très fort autour de l'affaire Grégory, après Grégory sur Netflix. Donc justement, pour vous, qu'est-ce que vous avez voulu faire quand vous parlez de l'affaire Grégory, qui est une affaire que tout le monde connaît, pour le coup ? Alors, en l'occurrence, il s'agit quand même d'une série de documentaires, c'est-à-dire où, pour le coup, on quitte la fiction. Comparé à ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y avait... Moi, je n'avais fait que de la fiction, je n'avais jamais fait de documentaire. Et d'une certaine manière, en m'attelant à une série documentaire sur Grégory, ma curiosité, c'était même un défi pour moi, c'était de me servir d'une certaine manière d'une expérience de scénariste pour raconter cette histoire, mais d'être très rigoureux sur l'aspect documentaire. C'est-à-dire que pour le coup, il ne s'agissait pas de prendre des libertés avec la réalité. Alors après, quand on raconte, on fait toujours des choix, on oriente, il y a des choses qui sont... il ne s'agit pas de dire que c'est l'unique réalité qu'on montre. On a évidemment un point de vue, et l'équipe qu'on formait, puisque le film a été... Enfin, moi, j'ai co-réalisé le film avec... toute une équipe, notamment de réalisatrices et de techniciens. Moi, je sais que j'étais obnubilé par la question de morale, de la responsabilité qu'on avait vis-à-vis des gens. Je sais que je n'arrêtais pas de dire, mais vous êtes conscient qu'on parle de gens qui existent ou qui ont existé, qui ont souffert, qui soient des pures victimes ou des salauds, qu'on soit leurs enfants, de leur famille. Il y a une très forte responsabilité de notre part à raconter cette histoire. Je pense évidemment que c'est le cas dans la fiction. J'imagine que mes collègues qui sont autour de vous se posent la question de la véracité de ce qu'ils racontent, et pas seulement de la curiosité ou de l'intérêt que suscite l'histoire, mais qui a une part, qui sont convaincus que ce qu'ils racontent est vrai, voilà, donc toutes ces questions-là, évidemment, elles me passionnaient, mais vraiment, ce qui m'intéressait, pour le coup, c'était l'aspect documentaire, c'était d'être au plus près possible de la vérité, avec ce qu'elle comporte d'ambiguïté et effectivement de reflets de problèmes beaucoup plus vastes dans la société. Et dans l'affaire Grégory, évidemment, on était servi, puisque c'est une espèce de boule de neige, qui part d'une histoire familiale, mais qui entraîne des dérives à la fois dans l'enquête, dans le traitement de la justice et évidemment dans le traitement médiatique de l'affaire. Et je me tourne aussi vers vous, Philippe, à ce niveau-là, c'est-à-dire est-ce que, quand on se dit on va produire un film, une œuvre de fiction autour d'un fait divers, est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on s'intéresse d'abord au fait divers lui-même, au crime, ou est-ce que ce qui nous intéresse, c'est l'angle du scénariste, du réalisateur, de la réalisatrice, qui va se poser la question de, plus largement, comme le disait Audrey, de qu'est-ce qu'on veut
quel sujet on veut aborder finalement quand on parle du fait divers. Oui, non, mais ce qui est intéressant, au-delà du fait divers, parce que c'est vrai quand on fait un film comme L'Ordre et la morale, voilà, est-ce que c'est un fait divers, est-ce que c'est un fait de société, enfin voilà, c'est des événements, c'est des personnages réels, voilà, ce que dit Vincent, ou Bac Nord, bon voilà, est-ce que c'est un fait divers ou est-ce que c'est quelque chose de plus linéaire, quoi, sur une activité plus globale. Donc mais bon, ce qui compte, nous, de toute façon, c'est le point de vue, quoi. C'est effectivement le point de vue qui est défendu dans cette histoire, qu'elle soit dans le réel ou dans la fiction. Effectivement, pour reprendre l'exemple du film de Vincent, voilà, c'était effectivement d'être dans une démarche de... Alors on croit toujours connaître les faits divers, et en fait, quand on remonte les manches et qu'on y va dedans, finalement, il y avait un bruit de fond, on savait à peu près que, machin, mais en fait, non, on ne connaît pas toute l'affaire. Après, ce qu'il faut éviter, c'est les films ou les séries Wikipédia, quoi. C'est-à-dire, effectivement, il y a l'ensemble des faits qui sont listés, une phrase, et puis donc on voit, effectivement, on décrit les choses. Non, nous, vraiment, c'est le point de vue. Et ce qui était fascinant dans le film de Vincent et que Philippe a porté avec une ampleur incroyable, c'est effectivement, on est avec une personne qui est prise dans ce tourbillon, quoi. Et on voit par ce prisme, par cette... Donc il y a quelque chose de très empathique. Voilà, on est dans l'émotion pure, quoi. Voilà. Et c'était plutôt que de raconter le fait divers, enfin la complexité de cette histoire, les mécanismes juridiques, etc. Non, on le voit par le prisme de cet homme-là. Et donc on est dans cette émotion, et c'est dans la démarche de Vincent, c'est ce qui nous a touché, ce qu'on a eu envie de vraiment de creuser, qui est un peu la démarche aussi de Mathieu Kassovitz quand il fait L'Ordre et la morale, c'est d'être avec Philippe Le Gorju et de suivre effectivement comment cet homme-là se retrouve pris dans cette négociation, dans une histoire qui le dépasse politique. Donc oui, que ce soit en fiction ou en fait divers, c'est le point de vue, la force de ce point de vue. Si en plus de ça, il y a un point de vue humain, il y a quelque chose, et en plus de ça, il y a un regard macro, ça peut être aussi intéressant. Et c'est vrai que pour le coup, voilà, on parlait un peu la durée, des différents formats. C'est vrai que la série amène aussi ce double filtre, quoi. Voilà, quand on voit une série comme Tchernobyl, voilà, vous êtes tout à la fois dans le fait particulier, effectivement, et vous égrenez une somme de personnes qui sont impliquées dans ce qu'ils vont vivre là, à ce moment-là. Donc vous avez ce drame du quotidien qui est porté par ces gens, et vous avez, en plus de ça, alors, un regard macro sur l'URSS, qui sont aussi portés par des personnages de fiction qui sont consolidés sur plusieurs personnages réels, etc. Donc c'est vrai que cette série est pour le coup assez alors, bon, on parle de série et pas de cinéma, mais assez fascinante. C'est Spotlight aussi, hein, je veux dire, il y a même des films qui ont de manière chorale comme ça traité la multiplicité des points de vue. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule manière non plus de traiter le fait divers, et que si la série renouvelle un schéma scénaristique, des films aussi se sont emparés d'autres manières de dire les choses, nous amènent à penser les systèmes autrement. Enfin, moi, je sais que Spotlight m'avait à cet endroit-là pas mal plu, parce qu'il y avait une quantité de regards différents posés sur un moment, sur une histoire, et que ce qu'on choisissait de nous livrer, c'était un peu l'ensemble du tableau, et pas une idée, pas une subjectivité dont on s'emparait. Et ça peut déjà être deux biais extrêmement différents, ce que pense dire l'auteur-réalisateur à travers le sujet. Et s'il choisit un biais ou s'il embrasse le tout, il y en a un qui nous aguerrit plus, l'autre qui peut plus nous émouvoir. Enfin, je veux dire, c'est pas linéaire, le fait divers, encore moins l'histoire vraie. C'est tout ce qui vogue à travers elle qui peut être passionnant à différents endroits, je pense. Mais est-ce qu'on se pose des questions quand on adapte le fait divers, justement sur la question du point de vue, puisqu'on peut se placer évidemment du point de vue de celui qui a commis ou celle qui a commis le crime, on peut se placer du point de vue des victimes, on peut se placer du point de vue de la police. Enfin, il y a plein de points de vue qu'on peut prendre. Est-ce qu'on se pose des questions peut-être presque morales quand on doit choisir le point de vue, le biais par lequel on va raconter cette histoire? Moi, je poserais aussi la question de l'incarnation. Ah oui, mais j'allais y arriver sur l'incarnation, mais d'abord déjà sur le fait de décider comment on va aborder le sujet et après comment on l'incarne, c'est très important aussi. Je ne sais pas si, par exemple, Vincent ou Gilles, si vous avez, par rapport à ça, cette question du point de vue. C'est ce que vous disiez, je crois, tout à l'heure, c'est
ou Gilles, je sais plus. Enfin, moi, à chaque fois que je m'attaque à une histoire vraie, donc, je pense toujours effectivement aux personnes, aux vraies personnes qui sont toujours vivantes, ou même ou pas, mais en général, elles sont toujours vivantes. Déjà, en plus, vous portez, en faisant un film, la responsabilité de, finalement, pour beaucoup de gens, ça va être la réalité de l'histoire, ça va être finalement... Ça va être la seule version, oui, ça va être... ils vont pas lire les bouquins, donc la plupart du temps, finalement, ça va devenir un peu une forme de la vérité, hein, comme Grégory, voilà, la série que vous faites, à un moment, ça, pour les spectateurs de Netflix, ça va être... Voilà, ça sera... Donc, il y a une responsabilité d'avoir un regard. On a le droit à avoir un certain regard, mais il faut quand même que ce soit un regard équilibré, quoi, pas complètement de parti pris, etc. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis, ouais, ce respect des gens, des vrais gens. Enfin, moi, j'ai toujours fait très attention quand j'essaie de rencontrer des gens qui ont vécu ces histoires, les gens autour d'eux. Enfin, j'essaie de me faire... Mais je me fais ma propre opinion, mais c'est pas ma propre opinion. Je m'efforce qu'elle soit quand même un vrai regard un peu extérieur, malgré tout. Même si je suis sur les épaules de Alain Maréco. À un moment, Alain, il me dit mais ça, tu pourrais ne pas le dire dans le film. J'ai dit non, il faut le dire. Ça fait partie de ton histoire. Et bon, évidemment, parce que eux, c'est toujours des blessures, c'est toujours des choses douloureuses, etc. Mais quand même, il y a un moment, non, je ne suis pas, faut raconter l'histoire telle ce qu'il y avait dans le dossier, quoi. Et voilà, donc moi, je fais attention à ça. Et voilà, je fais attention aussi, à ce. Je me dis, bon, attention, pour les gens, pour le spectateur, c'est la vérité, ce que tu vas faire. Donc quand même, sois raisonnable, quoi. Et Gilles Audrey, justement, sur cette responsabilité d'adapter le fait divers, est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez beaucoup avant de le faire? Enfin, comment vous le portez, supportez, parce que c'est quand même pas évident. Donc, qu'est-ce que vous posez comme question par rapport à cette responsabilité-là, vu que on parle de personnes qui sont bien réelles et non pas des personnages inventés, en l'occurrence? Pardon, Gilles, allez-y. Non. Allez. Ok, en deux mots, évidemment, je souscris complètement à ce que dit Vincent. Enfin, c'est tellement délicat, c'est tellement émouvant et c'est tellement dangereux à la fois, parce que ce qui peut plaire au scénariste, c'est un rebondissement fort, une scène qui est marquante, reste la vie de quelqu'un. Donc forcément, on n'est pas à l'endroit où on interroge la personne, et il faut toujours s'en souvenir. Parce qu'il y a une excitation de l'histoire qui parfois peut nous emporter et qui rend, je dirais pas cynique parce que c'est pas le mot exact, mais en tout cas qui fait que parfois on oublie de voir et de ressentir à travers les yeux de qui vous confie l'histoire. Après, je dirais que l'autre chose qui est complexe et dangereuse et qui est un chemin à négocier avec l'autre, c'est que pour transformer une histoire en une œuvre, il y a un chemin d'affranchissement. Et ça, ce sont des virages qui se négocient. Il y aura des choix qui seront faits. À partir du moment où on opère des choix, on va volontairement oublier des choses, on va les laisser de côté, on va choisir celles qu'on traite. Donc sans même parler d'excroissance fictionnelle, il y a un moment où on choisit l'histoire plutôt qu'une autre histoire, à l'intérieur de celle qui appartient, qui est vécue par des êtres qui souvent en ont souffert. Donc moi j'ai trouvé que je continue à me dire que je raconterai toujours des histoires vraies, et en même temps je me dis c'est quand même pervers parce que je trouve que c'est toujours compliqué, parce qu'il y a comme ça la sensation de prendre l'histoire de quelqu'un et la crainte de le blesser plus qu'il ne l'a été au passage. En général, on voit arriver des êtres qui ont déjà suffisamment souffert et qui ont souvent un peu envie que la fiction leur rende justice. Donc c'est le danger. Gilles, vous vouliez réagir aussi? Oui, enfin, je pensais, par rapport à la fiction, que Jean Renoir disait dans les films, ce qui était très fort, enfin, dans la vie, et ce qu'il fallait rendre dans les films, c'est que chacun a ses raisons. Et c'est vrai que quand on arrive à créer un monde dans la fiction où chacun a ses raisons, ça ressemble à la réalité. Chacun agit pour ses raisons, qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà, et dans un fait divers, évidemment, chacun a ses raisons, même si elles sont parfois incompréhensibles, irrationnelles, qu'elles touchent aux limites de l'entendement humain. Mais on sait que ça a été fait par des êtres humains et que c'est leur position. Quoi, et donc, il y a à la fois, enfin, dans le cas comme ça d'une série documentaire, moi, je me posais beaucoup la question, justement,
c'était une chance pour moi de pouvoir entendre le point de vue de différentes personnes et chacun racontait la version d'un moment de l'histoire. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant, même pour quelqu'un qui écrit des fictions, de sentir à quel point une histoire est faite dans la vie par plein d'éléments très... comment dire... oui, qui s'opposent, disparates, contradictoires. Donc cette responsabilité, elle se traduit à la fois par un souci d'incarnation des personnages, et je pense qu'on va y venir après, que ça soit dans la fiction, mais c'est très vrai aussi dans le documentaire, c'est-à-dire qu'il faut que les personnages soient forts et qu'ils se défendent bien, et puis il faut qu'ils se reconnaissent dans ce qu'ils disent, quoi. Voilà, qu'il y ait quelque chose, enfin dans le cadre du documentaire, il faut que les personnages réels ne soient pas juste utilisés, manipulés pour servir un discours. Il faut que ce qu'ils disent soit le plus proche possible de leur point de vue. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours quand on est dans la fiction et qui est en réalité extrêmement enrichissant. Et justement, vous parlez de l'acteur, de l'actorat, et là je me tourne évidemment vers Philippe, parce que vous êtes à la fois quelqu'un du procès d'Outreau, vous êtes aussi, par exemple, Fourniret dans La Traque. Vous avez fait les deux points de vue, clairement, et même plusieurs. Donc, comment ? J'ai mal aux adducteurs. Oui, c'est une belle gymnastique. Et donc, justement, cette responsabilité morale, justement, d'incarner ces personnes tout à fait réelles, et qui ont soit fait des choses innommables, soit subi des choses innommables. Comment on se la pose quand on est acteur ? Déjà par la moralité de l'œuvre qui nous est proposée d'interpréter. Pour moi, c'est pas le fait, a priori, de jouer un innocent ou un coupable c'est pas la question qui se pose, c'est dans quelle œuvre. Ça sert à rien de jouer un innocent dans un film pourri, et j'ai pas envie de jouer un coupable dans un film qui tendrait à relativiser ce qu'on peut pas relativiser, en fait. Et tout simplement. Et donc, mais oui, après, une fois qu'on a confiance dans le scénario, après, on peut y aller. Alors, on n'y va pas pour les mêmes raisons, évidemment, mais avec toujours de la même façon que pour l'écriture ou la réalisation, il y a une éditorialisation par le fait de l'interprétation. Et c'est aussi d'avoir chevillé au corps une envie de se raccrocher à quelque chose de vrai, de juste. Par exemple, pour Fourniret, moi, ce qui m'intéressait, puisqu'il n'y avait que des scènes d'interrogatoire, c'était ce qu'en pensaient les policiers qui l'ont interrogé, sur cette façon de ne pas regarder, les silences qu'il prenait, etc. Donc, je m'étais dit, voilà, ça va être la base de mon travail, d'essayer de copier ça, enfin, d'interpréter ça. Et puis, il y a un truc qui moi, me plaisait, c'était comme je ne vais pas utiliser le mot défi, mais effectivement, c'est qu'est-ce que ça fait que de jouer quelqu'un d'absolument, quasiment irrattrapable, en tout cas dans une œuvre qui ne le rattrape pas, enfin, ou qui ne donne pas l'occasion de le rattraper. C'est-à-dire que c'est pas un biopic sur lui, je parle de Fourniret, là, on voit pas sa naissance, son enfance, quelque chose qui pourrait tendre à expliquer pourquoi. Non, c'est un monstre, point, qui est arrêté et interrogé, c'est tout. Donc c'est pas... L'intérêt du rôle n'était pas dans ce qu'il a à dire, mais dans le fait de le faire. Moi, ça me posait plein de questions. Effectivement, de la moralité, etc. Mais de se dire, comment on joue ça ? Comment on fait ça ? Et donc, il y avait quelque chose d'un peu... que j'ai fait exprès de rendre un peu mécanique, puisque je ne pouvais pas faire un chemin empathique avec ça. Donc, j'ai posé comme condition d'avoir du maquillage, par exemple, d'essayer de lui ressembler physiquement, de voir ce que... Parce que c'est comme au théâtre, le jeu masqué permet des choses. Comme dans la vie aussi, quand on fait des fêtes, maintenant ça se fait plus, mais avant, quand on en faisait,
moi, j'ai jamais participé à un bal masqué, mais la fonction du masque, même dans la vie de tous les jours, permet des audaces, permet des transgressions. Voilà. Et au théâtre, c'est la même chose. Et au cinéma, pareil. Est-ce que vous le compreniez, pardon, vous parlez beaucoup de masque, de sa manière de se mouvoir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand vous jouez ce genre de personnage? Rien. Rien, parce que je pense qu'on s'illusionne beaucoup sur le métier d'acteur. On pense que c'est une descente dans le corps d'un autre, etc. Et c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et en tout cas, si on le fait, ça dénote d'un déséquilibre. Et je pense que le métier d'acteur est tout sauf une plongée, comme ça, une immersion dans l'oubli de soi pour être quelqu'un. Si on interprète justement, c'est qu'on ne s'oublie pas soi. Donc, de toute façon, quel que soit le personnage, on est à la fois poussé par une envie de coller au plus près de la réalité, comme vous quand vous écrivez, comme vous quand vous réalisez, et en même temps d'une distance, qui est de toute façon intrinsèque au fait que c'est moi qui joue. Donc il y a une distance, ce n'est pas moi. c'est pas Fourniret, c'est pas moi. Ou Alain Marécaux, ce n'est pas moi. Et je suis même désolé de les rassembler dans la même phrase. Mais c'est comme ça. Mais c'est... Et d'ailleurs, par exemple, pour Alain Marécaux, j'avais dit à Vincent, chic, pour la première fois de ma vie, mon personnage est vivant. Oui, ce que j'allais dire, là, je vous avez pu le côtoyer, Alain Marécaux. Lui poser plein de questions, etc. Et donc, la production, avec Vincent, ont organisé un premier déjeuner à Lille. Et dans ma tête, j'avais un petit carnet avec toutes mes questions, comme ça. Et j'ai vu que, dès l'évocation de certains aspects de son calvaire, hop, les larmes lui montaient, etc. Et je me suis dit, je ne vais pas lui poser de questions, en fait. Parce que ce qu'il a voulu dire, c'est dans le bouquin. Son bouquin a été adapté. Et voilà. Donc, toutes mes réponses sont là-dedans. Voilà. Et un comédien n'est pas un paparazzi de la douleur de l'autre, quoi. J'allais pas dire, mais là, à ce moment-là, comment t'as chialé? Est-ce que t'as hurlé? Est-ce que t'as tapé avec tes poings, etc. Non, c'était à moi d'inventer. Et le paradoxe que je veux soulever, c'est que on se colle à une réalité, on essaye d'y être fidèle, on se pose la question de la moralité par rapport à cette réalité-là, et en même temps, il y a une trahison de cette réalité. Sinon, il n'y a pas d'interprétation. Oui, et parfois, la trahison, total. Si le dossier est suffisamment bien étudié au départ, si on est concerté, la trahison est bénéfique. Donne une illusion de réalité. Et je pense que dans l'écriture, ça doit être la même chose, d'où les scènes parfois qu'on est obligé de mettre, etc. De toute façon, interpréter, c'est trahir, je pense, mais c'est de la bonne trahison, c'est au profit, c'est pour ça que la moralité de l'œuvre compte, et de la moralité de chacun à chaque étape. Parce que il va falloir d'abord créer une distance, et puis... Et parfois, en racontant pas tout à fait ce qui s'est passé, mais en racontant différemment, ça peut être un tout petit détail, parfois ça peut être plus important, on rendra mieux compte de la vérité que si on se contentait de la vérité. Je crois à ça. Donc on n'a pas peur d'être dans le mimétisme totalement de la personne. Mais non, puisque, alors là, pour Fourniret, c'était le seul chemin que je pouvais faire. Évidemment, avec Alain Marécaux, le chemin empathique, il était là dès le début, dès la lecture du scénario. J'ai pleuré en lisant ça. Donc je me sentais son chevalier Bayard, Alain Marécaux. Alors Fourniret, c'est évidemment pas la question. Donc je me disais, il n'y a pas de chemin empathique à faire. D'abord, le scénario ne le permet pas, et puis quand bien il me le permettrait, je ne l'aurais pas accepté, donc la question ne se pose pas comme ça. Et je pouvais faire un chemin physique, un chemin un peu mécanique, un peu. Mais là, après, c'est moi avec moi-même, mais il y avait quelque chose qui me plaisait de dire, allez, voilà, on fait quelqu'un qui est un peu irrattrapable, et on essaye d'être dans cette froideur-là, qu'est-ce que ça fait d'être toujours en distance, mais comme un exercice d'acteur, en fait, j'ai pris ça comme ça, parce que le rôle est assez bref dans le film, et voilà, moi je trouvais que l'intérêt, il était là, pour moi, l'intérêt pour moi, après, pour l'œuvre, et il fallait que ce soit suffisamment
crédible et bien fait pour qu'on comprenne aussi la problématique des flics. Donc c'était important le peu de temps à l'écran, d'être hyper juste, enfin en tout cas d'être suffisamment, de marquer la chose, quoi, par sa froideur et cette façon de dominer, de faire, enfin croyait-il, de dominer tout le monde, quoi, je parle quand je veux et une façon de considérer tout le monde comme assez médiocre, ne valant pas ma personne, quoi. C'était ça qui m'intéressait de montrer. Et donc là, on parlait de l'interprétation, mais aussi de comment on écrit, comment on réalise, comment on fait ce film adapté de faits divers. Je me pose aussi la question du côté du producteur, c'est-à-dire que, on parle encore une fois de personnes très réelles. Est-ce que parfois vous avez à gérer des problèmes ou est-ce qu'il y a des problèmes, par exemple, juridiques, de devoir d'un seul coup adapter la vie de quelqu'un qui existe ? Est-ce que ça peut poser des problèmes de diffamation ou autre ? C'est très compliqué. Pour en revenir par rapport à ce que dit Philippe et Audrey, c'est vrai que Gilles aussi, on parle de fidélité, trahison. C'est vrai que c'est des gens qui vivent, quoi, enfin, ou qui ont vécu. De toute façon, il y a des familles qui sont là. En fait, on a une vraie responsabilité par rapport à ce qu'on raconte, quoi. Et c'est important, effectivement, que les auteurs, que les réalisateurs, que l'ensemble des gens aient conscience de cette responsabilité. Donc voilà, c'est là où la fiction doit pouvoir exister, s'intégrer organiquement à, effectivement, fidèlement, tout en... cet éloignement, ça correspond à cette trahison que tu mentionnes, Philippe. Mais faut être responsable d'être dans cette justesse, quoi. Donc ça c'est important, je pense. Donc déjà, je pense que au-delà du problème juridique, c'est d'être effectivement responsable par rapport à ce qu'on raconte, parce que c'est la vie. Et ce que tu disais, Vincent, c'est que effectivement la puissance d'un film de cinéma va projeter cette réalité, quoi. Et elle peut la remplacer. Et puis c'est des gens où tu rouvres des douleurs, et ça va rester dans le temps, quoi. Il y aura cette preuve émotionnelle, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut, c'est un poids, quoi, pour les auteurs, pour tous ceux pour les réalisateurs, pour les comédiens, pour tous ceux qui travaillent dessus, quoi. Donc faut être conscient de ça. Après oui, il y a de multiples problèmes juridiques. Qui sont liés à ça, que l'affaire qu'elle soit jugée ou pas, effectivement, tout ça. Après, ce qui est important, c'est de le faire le plus possible en bonne intelligence et en accord, effectivement, avec les principaux protagonistes. Je veux dire, rentrer là-dedans et trahir, ou alors, effectivement, vous vous éloignez tellement que vous perdez ce repère avec ce fait réel. Bon, pourquoi pas, vous racontez une autre histoire, et certains vont faire ce lien. Mais à partir du moment où vous appuyez dessus, vraiment, il est dans la responsabilité d'être dans une forme de respect. Alors, ce respect ne veut pas dire effectivement une prise de liberté, enfin une absence de liberté, mais pour le coup, on est responsable de ça, quoi. Après, juridiquement, si effectivement ça se fait en bonne intelligence avec tout le monde, ben voilà, les problèmes se gèrent de façon assez cartésienne et assez juridique, mais voilà, c'est surtout ça, cet aspect responsable, moi, que je mets en avant, quoi. Et ça, c'est un petit peu aussi notamment pour les cinéastes, mais on se pose la question de fiction documentaire. On en a parlé un petit peu entre les deux au début. Qu'est-ce que peut la fiction par rapport au documentaire, par rapport à ces histoires-là ? Quelle est sa force ? Le documentaire va raconter l'histoire en essayant peut-être potentiellement, même si l'objectivité est impossible, mais essayer d'être en tout cas le plus exhaustif possible. Mais qu'est-ce que peut la fiction, à l'inverse, par rapport à ces histoires-là en particulier ? Elle incarne, tout est incarné. C'est vrai que quand on voit, pour reprendre Présumé coupable, quand on voit pendant un an, on parlait de l'affaire d'Outreau tous les jours au journal télévisé, on avait une idée de ce qui se passait, c'est ce que tu disais, on croit connaître, on a l'impression qu'on connaît, puis tout d'un coup, quand c'est incarné... quand on est dans la peau d'un personnage, etc., tout d'un coup, ça devient plus fort. Le cinéma, il permet d'être plus intime, il permet de rentrer dans la geôle en prison avec Alain Maréco. Elle est partout. Et ça, le documentaire peut pas l'offrir. Et on est dans le pouvoir de la fiction, qui est un pouvoir aussi manipulateur aussi, hein, mais c'est pour ça qu'on a une responsabilité, qu'il faut faire attention. Je pensais à
Mais c'est ça, c'est l'incarnation, on est dans la peau des gens, quoi. C'est ça, Philippe, il nous a mis dans la peau d'Alain Marécaux, en fait. Et on est avec lui, on souffre avec lui, on s'identifie tout de suite à ce personnage qui, effectivement, de la première minute, il est arrêté, on est comme ça, on tremble pour lui. Et c'est ça, c'est l'émotion. Le cinéma, c'est l'émotion, c'est la vie, c'est l'émotion. Et ça, le documentaire ne peut pas le faire ressentir. Quelqu'un qui raconte... je ne sais pas si c'est des interviews, en général, souvent, ça ne sera jamais aussi puissant que de le mettre en scène. Voilà, je crois que c'est ça que la différence. Ouais. Ouais. Non, c'est puissant. Ce ne sont pas les mêmes très objets de puissance. C'est-à-dire, il y a la puissance du réel quand, dans l'exercice documentaire qui nous frappe, parce qu'on est face à une réalité brutale. Après, pour aller dans le sens de ce que dit Vincent, moi j'aime la dimension d'expérience. Dans mon premier film, Et vous êtes fous, mais surtout là, je viens, parce que moi aussi j'adore les histoires vraies, d'adapter le livre d'Annie Ernaux qui s'appelle Événement sur son avortement clandestin. Et je me rends compte au fur et à mesure que j'écris et que je cherche un peu mes sujets, ce que j'ai intimement et de plus profond à dire, que l'idée de suspense intime, c'est ma manière de me trouver à travers l'autre et à travers le récit que je raconte. Et à ce titre, vraiment, quand on s'interroge sur la manière dont on veut faire le film, moi j'avais clairement envie de faire un pas dans le sens de ce suspense et de le servir différemment, c'est-à-dire comment on peut faire d'une heure et demie de cinéma une expérience quasiment physique. Donc, quels sont les biais, est-ce qu'on laisse des temps longs, comment on traite les scènes, j'ai choisi un cadre restreint pour me dire, tiens, est-ce qu'on peut rentrer dans ce cadre et est-ce qu'on peut partager l'histoire d'un corps et du coup, plus proche, ouais. Cette histoire immersive et cette histoire charnelle, elle est forcément un biais de lecture et une proposition de cinéma par rapport au moment où on traite le tableau d'ensemble. Je pense à l'affaire Grégory. Moi, j'ai été frappée par la puissance du récit, justement parce que le réel me brutalisait. Et je pense que la fiction peut être aussi puissante, mais à un endroit qui est différent, qui est vraiment comme un voyage, je trouve. C'est vrai que là, je pense au film, on est tous les trois, alors forcément j'en pense, mais on rentrait dans le bureau de Burgot, quoi. Le cinéma, il permet de rentrer dans le bureau de Burgot dont on a parlé pendant un an. On avait vu Burgot témoigner à l'Assemblée nationale et tout, mais là, tout d'un coup, à travers le cinéma, on peut rentrer dans ce bureau et voir ce qui s'y passe, et grâce aussi, là en l'occurrence, le dossier d'instruction, enfin, c'est aussi à la véracité des scènes, parce que les scènes paraissent vraies, parce qu'elles sont tirées du dossier d'instruction, donc des procès-verbaux. Et là, tout d'un coup, c'est là que ça devient, c'est là que ça devenait intéressant. C'est comme pour parler de ce regretté Bertrand Tavernier, quand on tournait L627, pareil, à l'époque, on pouvait pas, une caméra de documentaire ne pouvait pas obtenir ces images-là, cette plongée comme ça dans l'univers de ces flics, dans leur intimité, dans tout ce que ça a parfois au ras des pâquerettes et de réelles difficultés. Et puis, il y a tous les exemples des êtres humains dans ces équipes-là. Et donc, c'est la caméra, pour le coup, fictionnelle qui permettait, mais ancrée sur une réalité, un scénario écrit par un flic, Michel Alexandre, etc. Et puis une plongée aussi des acteurs dans l'univers de ces flics pendant quelques jours, qui nous permettait aussi d'avoir un diapason un peu juste, quoi, d'avoir le là, comme ça, un peu de cette réalité-là, en tout cas. Et je me tourne vers vous aussi, Gilles Marchand, parce que vous êtes des deux côtés, vous faites de la fiction, vous avez fait la série documentaire, donc Grégory. Alors justement, cette question, fiction, documentaire, que peut la fiction peut-être? On parle déjà de placer la caméra là où la documentaire ne peut pas mettre en scène ce que peut-être le documentaire ne peut pas mettre en scène. Donc pour vous qui êtes un peu des deux côtés, comment vous le voyez? Enfin, moi, je ne poserai pas effectivement la puissance de l'un contre je ne sais pas quoi, l'impuissance de l'autre. Je pense que les documentaires les bons documentaires sont du cinéma aussi, d'une certaine manière. Enfin, d'une certaine manière, Bien sûr. Peut-être que le plus grand film sur l'Holocauste, de parler de l'Holocauste dans un débat sur les faits divers, c'est un peu déplacé, mais c'est un documentaire, c'est Shoah, et c'est un documentaire qui ne montre que des gens qui parlent. Il n'y a aucune image d'archive, et le film, bouleverse
le monde entier, et un pur documentaire et un pur film de cinéma avec des positions extrêmement radicales. Et donc la question de qu'est-ce que peut le cinéma, c'est effectivement de raconter des histoires fortes, intimes, et que des spectateurs et des spectatrices les reçoivent profondément. Donc les techniques d'une certaine manière sont assez différentes, évidemment. Comme vous le disiez, la fiction permet de rentrer dans des endroits où le documentaire ne peut pas aller. Et on sait, par exemple, dans le cas de films sur la justice, même si les lignes sont en train de bouger en France, on voit bien qu'aux États-Unis, il y a des endroits de justice, d'intérêt de police, qui n'existent pas beaucoup en Europe, et en tout cas pas en France. Donc, le documentaire, il va devoir jouer avec ces contraintes-là d'images manquantes, d'endroits interdits, mais dans le meilleur des cas, de les sublimer, ces impossibilités, ces interdits, et de faire aussi d'incarner les choses, de les faire vivre aux spectateurs, effectivement, souvent par la parole, mais pas seulement, avec les sons, avec des visages, des expressions, de l'incarnation, des images d'archives qui peuvent être très fortes. Donc, encore une fois, les outils vont pas être tout à fait les mêmes, mais dans les deux cas, il me semble qu'il s'agit tout à l'heure, Philippe disait, c'est le fait divers, c'est le banal et c'est Shakespeare en même temps. Et c'est vrai qu'il y a d'essayer d'être de faire ressortir la dramaturgie, que ça soit dans la fiction ou dans le documentaire, de faire vivre l'expérience physique aux différents spectateurs, quoi. Mais c'est pas si différent, en fait. Enfin, c'est des techniques différentes, mais le mouvement n'est pas si différent. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, Gilles. Enfin, on ne peut pas les opposer, elles sont vraiment, c'est très complémentaire. Et l'émotion en tant que spectateur qu'on peut ressentir devant un documentaire, quoi. Que ce soit des séries ou des documentaires, elle est par le biais c'est pas les mêmes choses qui sont montrées quand tu parles de vide, quand il parle de... c'est vrai qu'on aura le point de vue a posteriori d'un des protagonistes, par exemple, il y aura une émotion, va diffuser autre chose que, effectivement, d'être à l'instant T dans le bureau de Burgot, quoi. Et va proposer autre chose. Mais ce sera pas... les deux choses peuvent difficilement coexister dans la même œuvre. À la limite, pourquoi pas, mais... docu-fiction. Oui, mais effectivement, le documentaire aussi, je veux dire, apporte ça, et c'est aussi quelque chose de très intense, quoi. Et effectivement, ces trous, on les comble par, effectivement, soit effectivement la mise en scène du réalisateur du documentaire, ou soit effectivement par ses différents points de vue, par ses manques, et effectivement ces trous comblés par notre imaginaire sur du vrai, créent aussi une ampleur émotionnelle forte, quoi. Donc je veux dire, c'est très complémentaire. Il n'y en a pas une qui est plus ou moins intense que l'autre, quoi. Mais voilà. Et personne n'est opposé, en fait. Non, c'était pas opposé. Les deux modèles, c'est de dire quelles sont les différentes manières d'accéder aux faits divers. Des approches différentes, et puis effectivement, chaque façon de faire a ses impossibilités et ses outils privilégiés pour obtenir l'émotion. Et sinon, d'un point de vue du point de vue de l'acteur, en fait, moi j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas de frontière entre réalité, fiction, etc. Je pense que le point de départ, le tremplin d'un acteur, c'est de ne pas douter dans sa partition. Alors la sienne propre, son rôle, et plus choral aussi, le scénario en général. Et de se dire que c'est ma vérité, c'est la vérité, ça s'est passé comme ça. Et d'ailleurs... j'ai lu il n'y a pas longtemps que Peter Brook,
montant ou remontant Hamlet, parce qu'il l'a fait plusieurs fois, disait à ses acteurs, imaginez que le texte qu'on vous donne là, de Shakespeare, est en fait la transcription de bandes magnétiques qu'on aurait enregistrées en 1600 et quelques, même avant, parce que Hamlet c'est avant. Et voilà, c'est le texte exact de ce qu'a dit vraiment un mec qui a existé un jour, qui s'appelait Hamlet. Et là, c'est vraiment la partition de Polonius. On a les bandes magnétiques, on a retrouvé ça. Et je trouve que c'est la plus belle indication qu'on peut donner à un acteur, de ne pas douter de ce qu'il a à dire. C'est comme ça, c'est ma vérité. Donc que je sois au théâtre dans la plus grande et magnifique des fictions shakespeariennes ou devant une caméra, pour moi, c'est la même chose, en fait. C'est de la vérité. Et sinon, je peux pas. Sinon, je peux pas avancer. J'ai besoin de ce socle-là. C'est marrant, pardon, sur ce qu'est le cinéma comme expérience du fait divers. Je réalise que le week-end dernier, j'avais jamais vu L'Étrangleur de Boston de Fletcher. Et parfois, on se dit ce que peut faire le cinéma, c'est ça. C'est un split screen, c'est un film des années 60. C'est un split screen où on voit en même temps la victime quelques secondes avant qu'elle ne soit assassinée, au moment où elle ignore encore tout, et le subjectif. Donc on est à la fois dans la tête, dans le présent de la victime et dans la tête de l'homme qui avance pour la tuer, qui est un pur subjectif, où on voit rien d'autre que lui qui s'approche de la porte. Donc c'est pas qu'il rapporte de la porte. Et je me disais, en réfléchissant à tout ce qu'on se dit là, que c'est quoi le cinéma quand il raconte le documentaire? C'est toutes ces expériences-là. Quand elle raconte le réel par rapport au documentaire, c'est toute la mise en scène de ces expériences-là qui provoquent des choses extrêmement différentes quand même chez le spectateur. En tout cas, je me disais encore ce week-end, c'est fou, comme le réel et la traduction du réel à l'image inspirent les réalisateurs de manière différente et proposent des chemins et des voyages puissants. Et vous parliez de vérité, notamment, et on parlait de responsabilité un petit peu plus tôt aussi, autour de l'adaptation de faits divers. Est-ce que vous posez la question au moment de jouer, de produire, de réaliser un film adapté d'un fait divers, des conséquences, à un moment donné, des conséquences sur le réel? Comme vous dites, c'est une vérité, peut-être que certains le prendront pour la vérité, sur la manière de voir cette histoire. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'à un moment donné, vous imaginez, vous pensez peut-être la manière dont justement ça va être réceptionné, aux conséquences de ça, ou au contraire, vous préférez vous en échapper, puisque de toute façon, ce n'est plus tout à fait votre responsabilité, comment les gens vont le prendre? Moi, je vais répondre brièvement, mais je croise les doigts pour que la production ait pris toutes les précautions pour que justement l'avenir du film ne soit pas handicapé. Et j'ai vécu une expérience négative de ce point de vue-là. C'était un téléfilm adapté, soi-disant adapté d'une affaire réelle, l'affaire Muller. Et en fait, le travail scénaristique s'est contenté de faire un copier-coller de la réalité, etc., en changeant 2-3 noms et un peu de géographie. Et le procès n'était pas fini de ce monsieur Muller. Et ce qui fait qu'on a fait le téléfilm, et après, on avait toute une partie, comme une web-série pour Arte Web, où on filmait le procès dans le temps de la justice, c'est-à-dire un vrai procès de mon personnage, etc., avec les internautes qui pouvaient voter comme un jury, etc., etc. C'est violent. Ouais, c'est violent. C'est violent parce que ça se passe en impro complètement. Enfin, il n'y a pas de texte. Et autant jouer un personnage calibré dans un film, on peut le faire. Autant être interrogé à la barre devant un vrai président de cour d'assises sur mon enfance. Ça fait bizarre. Il y a des trous d'air. Et donc, on a beau se faire des fiches, c'est costaud. Et puis, et le problème, c'est que ce monsieur a été comment dire, son procès en appel a été acquitté. Voilà, il a bénéficié d'un non-lieu, en fait. C'est pas un acquittement, c'est un non-lieu. Et autant ça lui faisait plaisir qu'on s'intéresse à son cas, parce qu'il pensait être accusé à tort. Donc il a autorisé le film, mais autant après, une fois qu'il a été justement qu'il a bénéficié d'un non-lieu, il n'avait plus du tout envie qu'on voit une affaire aussi proche de la sienne sur le web. Donc Monsieur Dupond-Moretti, qui était son avocat, nous a attaqué en référé, et à quelques jours de la sentence, qui était la même d'ailleurs, la sentence des internautes était la même que celle de ce monsieur. Mais je comprends très très bien. Et moi j'en voulais à l'époque à la production de ne pas avoir justement pris des gants par rapport à cette réalité, de ne pas s'être suffisamment éloigné de cette réalité pour voilà. Et
C'est pour ça que moi, ce qui compte, c'est tout le travail en amont. Après, non, je m'en fous des conséquences. C'est pas à moi. On me demande de jouer un truc, et puis j'estime ou non que c'est bien de le faire. Et après, les conséquences... moi, je crois que de toute façon, il faut interroger le réel, d'un point de vue fictionnel, d'un point de vue documentaire, d'un point de vue fictionnel... tout ce qu'on veut, il faut l'interroger, on passe notre temps. Alors, dans cette interrogation généralisée, il y aura des chefs-d'œuvre et il y aura des films pourris, mais c'est comme ça. Et on doit se questionner, on doit se voir constamment pour voir ce qui peut nous pendronner et ne pas se croire à l'abri, comme ça, de dérives, de ne pas se croire... Moi, je suis frappé constamment quand il se passe un fait divers, de voir... Des micro-trottoirs, des voisins qui disent « mais il était si gentil », comme si le fait de passer meurtrier, ça s'inscrivait comme ça en lettres de feu sur votre front, comme un possédé, ou tout d'un coup les yeux... Hein. Non, c'est ça le problème de l'âme humaine, de l'être humain, c'est ce basculement. Et donc... il ne faut pas se croire à l'abri, c'est trop dangereux. C'est pour ça qu'il faut aussi interroger notre histoire, pour ne pas la répéter, etc. Mais ça participe du même travail. Soyons des historiens de notre réalité d'il y a quelques jours. Soyons des historiens de ça, interrogeons ça constamment. Et voilà, moi c'est comme ça que j'ai envisagé le travail sur Fourniret, par exemple, où on peut se dire « mais pourquoi tu joues ça ?» Ma mère m'a dit ça. Mais je dis « interrogeons-nous ». Moi, c'est intéressant de ce point de vue-là. Je me retourne aussi vers les cinéastes. Si vous vous posez cette question-là au moment d'adapter un fait divers, de se dire voilà, comment ça va être reçu, interprété. Voilà. À partir du moment où on choisit un point de vue, on renonce aux autres. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, comment est-ce qu'on pense, on réfléchit à ce qu'on projette et ce qu'on envoie dans le monde. Non, je sais pas. Non, on est tellement quand un film sort, c'est tellement bizarre comme moment, c'est tellement fort. Surtout c'est des sujets où les gens ont déjà un avis. Je sais même pas si on a le temps de se poser ces questions-là. Mais non, moi je sais pas. Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme on fait attention à ce qu'on dit, donc Moi, peut-être quand même, sur un film comme Présumé coupable, je me disais, j'espère que des magistrats le verront, que des étudiants juges, des jeunes juges le verront. Je me disais ça. Je me dis que ça serve, quoi. J'espère que ça servira un petit peu. Et là, je viens de faire une série qui s'appelle Le Mensonge. Et il y a des étudiants en droit qui l'ont vu, qui ont vu la série, qui ont eu envie de faire un mémoire sur cette affaire, etc. Donc ça me fait plaisir. Surtout quand ça vient de là, parce que c'est des cas d'école, moi je trouve. Et une erreur judiciaire, c'est un cas d'école. Moi, j'ai jamais voulu faire ce film pour charger la justice. Au contraire, je suis pas du tout, j'ai pas cette agressivité-là du tout. Mais le film avait l'air un peu comme ça, un peu brûlot, mais peut-être, mais parce que l'histoire, elle est comme ça, elle est terrible. Mais voilà, c'est pas que les films vont changer quelque chose, mais en tout cas voilà, si quelques étudiants en droit voient des films sur les erreurs judiciaires, je me dis tiens, ça peut servir, c'est bien, ça peut les. On avait fait un débat à l'école de la magistrature. C'était chaud, hein. Ouais. Ah ouais, quand l'écran s'est éteint à la fin, il y a eu un quart d'heure, mais t'étais là. Non, t'étais pas là. Il y avait Alain Maréco. Et là, pendant un quart d'heure, c'était glaçant. Et après, c'était une super soirée. Et c'était super. On a eu plein d'étudiants. Les étudiants de l'école de la magistrature nous disaient... Il y avait même une fille qui avait dit pendant le débat « Mais moi, j'ai envie d'arrêter. » Parce que tout d'un coup, elle se rendait compte du pouvoir qu'elle avait, de qu'elle pouvait se tromper, etc. C'était vachement intéressant. Et voilà. Donc, je pense à ça. Je réponds à votre question. Moi, je trouve que c'est compliqué parce que, on le dit depuis tout à l'heure, hein, quand on adapte une histoire vraie, il faut faire deux choses à la fois et elles vont pas très bien ensemble. Il faut être respectueux et il faut être libre. Et alors, moi, j'essaye de faire l'un après l'autre parce que je pense qu'il est essentiel de faire les deux. Respectueux, ça voudrait dire écouter la personne qui a vécu l'histoire et en écrire la légende telle qu'il l'aperçoit. Je connais peu de gens qui ne feraient pas sa propre hagiographie. C'est-à-dire qu'on est quand même plutôt confronté à des gens qui ont souffert, qui ont envie qu'on raconte l'histoire en défendant leur vision de l'histoire et en comprenant leur douleur, etc. Et après, défendre une idée, il faut prendre la liberté de s'emparer de l'histoire et puis de l'emmener vers l'idée. Et c'est ce qui fait qu'on passe vers la fiction.
Et donc, moi, j'essaie d'être respectueuse au début, dans tout le processus d'écriture, et ensuite de couper avec le réel, pour me demander à la fin uniquement si l'idée que j'essaie de faire passer à travers le film est entendue. Si c'est celle-là qui résonne, parce que sinon, je pense que je serais terrifiée, en fait. Si je devais porter la responsabilité... et après, ce sont des cas très différents. Je veux dire, quand une affaire a été très médiatisée, évidemment, c'est différent que quand c'est, pardon, terrible comme mot, mais un petit fait divers, parce que les drames sont de grands drames pour ceux qui les vivent, mais parfois de petits faits divers au vu de l'intérêt que les médias leur ont pour eux. Donc, moi, je pense que si à un moment, je n'oubliais pas les gens dont c'est l'histoire, je ne pourrais plus faire. Mais je me tourne évidemment aussi vers Virginie Marchand, parce que dans le genre fait divers dont tout le monde parle depuis un grand nombre d'années, Grégory, ça se pose là. Donc quand on replonge, même dans une forme de série documentaire, il y a quand même l'aspect sériel dans cette histoire qui forcément implique une narration. Est-ce qu'on se dit, voilà, on touche quand même à une très, très grosse affaire, comme Outreau est une énorme affaire, ou comme Bac Nord était une énorme affaire aussi. Est-ce qu'on s'inquiète un tout petit peu d'aller là-dedans, en fait? Et surtout qu'après, tout le monde en a reparlé, ça a même presque quasiment rouvert l'intérêt pour ce fait divers-là. Enfin, on a commencé le débat presque en parlant ça, de la responsabilité qu'on ressentait vis-à-vis des protagonistes, quels qu'ils soient. Dans l'affaire Grégory, évidemment que moi et toute l'équipe, on pensait tous les jours aux conséquences que ça pouvait avoir dans le réel. Alors sur la société, en espérant que ça fasse bouger certaines choses dans le sens de ce qui nous semble être du progrès, c'est-à-dire effectivement des questionnements sur c'est quoi faire un métier d'enquête, comment on le fait, c'est quoi les a priori qu'on a, c'est quoi faire un boulot de justice, c'est quoi faire son boulot de journaliste, et c'est quoi être spectateur de faits divers, comme des poupées russes d'une certaine manière qui se contiennent les unes les autres dans l'affaire Grégory et qui fait qu'on peut se poser des questions, nous spectateurs qui voyons l'affaire, en se disant quelle est ma responsabilité, et aussi à vouloir absolument m'intéresser. Et dans le même temps, enfin c'est ce que disait Audrey en disant on fait deux choses contradictoires, c'est que on interroge en essayant d'être le plus fidèle et honnête et scrupuleux possible, et de l'autre côté, on raconte une histoire dans un porte-voix mondial qui s'appelle Netflix, qui s'adresse pas seulement aux gens de 40 ou 50 ans ou 60 qui pensent tout savoir de l'affaire Grégory, mais aussi à une nouvelle génération, mais aussi à des gens du monde entier qui ne connaissent pas l'affaire. Et on se dit, mais est-ce qu'on va pas remettre un jeton dans le jukebox et que ça va repartir pour un tour, rajouter du bruit au bruit, du bordel au bordel, de l'injustice à l'injustice. Évidemment que cette question-là, elle était omniprésente pour nous, et c'est pour ça que, d'une certaine manière, dans la construction même du récit, c'était important pour nous de partir, encore une fois, du fait divers dans ce qu'il a de plus... faits divers possibles, criminels, enquêtes, tout ça, et de l'élargir à des questionnements qui touchent beaucoup plus à la fois la société et à notre position à nous de citoyens, de spectateurs ou de lecteurs de journaux, de façon à ce qu'on ne soit pas seulement sur c'est qui l'a fait, mais aussi sur une espèce d'édification, enfin d'essayer de dire qu'on voit les choses d'un peu plus haut et d'un peu plus loin, et de se poser des questions sur comment mieux faire. Mais oui, tous les jours, on se posait la question de qu'est-ce que pourraient être les conséquences du récit dans le réel. J'aurais une dernière question pour vous tous.
par rapport au genre cinématographique. C'est-à-dire que est-ce que le fait divers devient un genre cinématographique ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être soluble dans tous les genres cinématographiques? Est-ce qu'on peut retrouver le fait divers à la fois dans la comédie, dans le drame, dans le thriller, où lui-même devient, d'un seul coup, l'adaptation de faits réels devient un genre particulier? La comédie de faits divers, est-ce que ça vous donne des idées en tant que producteur? Parce que je me posais la question. Je cherchais en même temps, là, je me dis, ouais, est-ce qu'il y a des... Oui, Ça parce va qu'il y a marcher, toujours... non, mais il y a toujours... Enfin, la comédie de faits divers, en fait, c'est le réel, quoi, voilà. Après, Oui, mais il y a des faits divers peut-être plus joyeux. Tu parlais des biopics, oui, Tanguy, bah voilà, tu t'adaptes l'histoire de... Tanguy est une comédie de faits divers, c'est un nouveau concept. Mais Tanguy, je crois qu'il a lu un article d'un gamin qui faisait un procès à ses parents. Oui, Il en a c'est fait une comédie quand même, c'est génial. Mais Non, c'est pas un genre en soi. C'est une source d'inspiration qui après va s'inscrire dans un genre de cinéma, comédie, drame. Mais c'est une source, c'est de la pêche à la ligne, quoi. On trouve un sujet par le biais d'un fait divers, puissant, dramatique, anecdotique, ou ça peut être un film, hein, un tout petit, comme vous disiez, un tout petit fait divers qui fait 3 lignes, une rencontre comme la vôtre, et puis et on en fait un beau film. Donc je crois pas que ce soit un genre en soi. Il n'en devient pas un genre en soi. Je crois pas. Mais je peux me tromper. Non, c'est une question ouverte. Je n'ai pas de réponse définitive à cette question. Tous les écrivains, les auteurs, les dramaturges se sont inspirés toujours de la vie réelle. On peut remonter loin à la Bible aussi. Et je sais pas, je pense François Ozon, qui a fait beaucoup de fiction, il a fait Grâce à Dieu, et là c'est inspiré complètement. Et je trouve que je suis content quand François Ozon met son intelligence au service de l'histoire vraie, parce que je trouve beaucoup plus pertinent que quand il fait de la simple fiction. Mais là c'est moi, Vincent Garenne, qui parle avec mon ADN et tout ça. Mais j'adore. Tous les cinéastes les auteurs. Il y a des chefs-d'œuvre inspirés en littérature d'histoire vraie. Oui, c'est une histoire d'amour entre le réel et la fiction. Je pense que personne ne peut genrer ni qualifier cette histoire parce qu'elle est quand même protéiforme et ça produit tant de choses différentes. Je pense que c'est impossible de faire rentrer cette relation-là dans une case. On n'a pas parlé des films autobiographiques aussi. Parce que pour moi, mes deux amours, c'est des films inspirés d'histoire vraie et aussi des films autobiographiques. Quand Maïwenn fait Mon Roi, moi je trouve ça magnifique. Mais vraiment, je crois à chaque scène. Vous voyez ce que je veux dire? On a oublié ce petit. Parce qu'en fait, on a un temps limité Mais non, qui vient de finir maintenant. En réalité, on me fait des jolis signes. Mais peut-être l'occasion d'une prochaine table ronde. Je serais ravie. En tout cas, merci beaucoup. Philippe Torreton, Vincent Garenne, Philippe Boueffard, Audrey Diwan et Gilles Marchand, que je n'oublie pas cette fois-ci. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, voilà, c'était très sympa d'échanger avec vous sur les faits divers et la fiction. Le prochain débat commencera, je vais mettre ça devant mes yeux, ce sera plus simple de baisser la tête. Le prochain débat commencera à 19h et nous plongera dans l'univers des scénaristes. Au revoir, merci beaucoup.